Merci beaucoup Jordan pour cette introduction. D'abord, merci à tous. Merci de vos marques de soutien, de vos marques d'affection. Le système a sorti la bombe nucléaire. Et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Voilà. Et qu'ils se disent que tout ce qu'ils ont mis en œuvre n'a pas servi et que donc peut-être faut-il passer à la vitesse supérieure. Alors, les choses sont extrêmement claires. On ne se laissera pas faire. Et on ne se laissera pas faire, non pas tant pour nous défendre seulement nous-mêmes, mais pour défendre les Français qui ont le droit de voter pour qui ils le souhaitent, et puis pour défendre le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en train de vaciller. Il vacille sur ses principes, il vacille sur ses valeurs. Et tous ceux qui n'ont que l'état de droit à la bouche sont en général ceux qui sont les premiers à chercher à violer cet état de droit. Ils nous ont volé les législatives par des manœuvres scandaleuses. Que les choses soient très claires, on ne laissera pas les Français se faire voler l'élection présidentielle. Et donc nous allons nous défendre, nous allons user de tous les moyens qui sont à notre disposition pour permettre aux Français de choisir leurs futurs dirigeants, et nous allons gagner. Voilà, parce que la vérité et la justice doivent gagner. Et que ce qui vient de se dérouler est un tel scandale démocratique, une telle honte, une telle tache sur notre pays. Jordan a raison de le rappeler. À qui allons-nous pouvoir demain donner la moindre leçon de démocratie dans le monde? À qui? Comment vont-ils pouvoir défendre M. Navalny? Comment vont-ils pouvoir défendre l'opposant principal de M. Erdogan qui est actuellement emprisonné? Comment peut-on se scandaliser de l'élection annulée et du candidat empêché en Roumanie, lorsque dans notre propre pays, par la voie d'une exécution provisoire, en rompant encore une fois avec ce qui fait le principe même de notre état de droit, qui est le double degré de juridiction, c'est-à-dire le recours, mais pas seulement le recours effectif. Le recours effectif, c'est celui qui permet de ne pas se voir imposer en première instance une décision dont les conséquences sont irréparables. Or, l'objectif déclaré de la magistrate, je vous le rappelle, je l'ai dit hier soir, c'est de m'empêcher d'être élu à la présidence de la République. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. Elle le dit avec toute la candeur de ceux qui sont convaincus d'être dans le camp du bien. Si Marine Le Pen pouvait se présenter à la présidentielle en bénéficiant d'un appel suspensif, alors que condamnée en première instance, une décision non définitive, cela constituerait un trouble à l'ordre public. L'ingérence de ces magistrats dans le processus électoral suprême, qui est celui de l'élection présidentielle, voilà où est le trouble à l'ordre public. Et les Français ne l'accepteront pas. Qu'ils soient électeurs du RN ou qu'ils ne soient pas d'ailleurs électeurs du RN. Oh, vous savez, dans cette affaire, dans des affaires aussi graves que celle-là, somme toute, les masques tombent. Vous avez des adversaires politiques qui sont des gens attachés à la démocratie. Ceux-là disent, écoutez, moi je ne partage pas les idées de Marine Le Pen, mais honnêtement, empêcher un candidat en première instance, sans que les voies de recours aient été épuisées, de concourir à l'élection présidentielle alors qu'elle est la favorite de l'élection présidentielle, c'est pas possible. Et puis vous avez ceux qui n'ont ni foi ni loi, ceux qui en réalité se réjouiraient si vous preniez un coup de lame en sortant dans la rue, pour peu que ça leur permette d'éviter d'avoir à vous combattre dans les urnes. Cela, je ne veux même pas en parler. Encore une fois, les Français jugeront des comportements des uns et des autres.
Mais Jordan a dit quelque chose de très juste hier. Il a dit, mais qu'ils ne se réjouissent pas trop vite, car nous avons été toujours les premiers à être victimes des malhonnêtetés du système. D'autres suivent toujours. Aujourd'hui, c'est nous. Mais demain, évidemment, ce sera eux. Et ce jour-là, ils viendront pleurer, car ils ne pleurent que lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes. Nous pleurons sur notre pays quand il s'agit, encore une fois, de l'ensemble des Français qui sont privés d'un fonctionnement démocratique. Et parce que nous avons des principes, nous appliquons toujours nos principes à nos adversaires. Bien sûr. Nous ne les réclamons pas que pour nous-mêmes. Si demain, un candidat était empêché de se présenter, nous serions les premiers, même et sûrement plus même, si c'est un adversaire politique, à venir le défendre. Nous l'avons toujours fait. Nous avons toujours défendu la présomption d'innocence, y compris quand nos adversaires politiques étaient mis en cause dans de multiples affaires. Nous ne sommes jamais montés au créneau pour profiter de l'occasion. Jamais. Qu'il soit LFI, qu'il soit Modem, qu'il soit LR. Nous n'avons jamais fait cela. Nous n'avons jamais crié avec les loups parce que nous sommes attachés à la présomption d'innocence. Nous avons des principes. Et pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas de principes. Ils brandissent ces principes lorsqu'ils sont eux-mêmes empêchés ou gênés. Mais lorsque leurs adversaires le sont, ils se réjouissent. Eh bien, nous avons l'honneur de ne pas nous comporter comme ça. Et c'est peut-être pour ça, après tout, que nous sommes le premier parti de France. Alors, mes chers amis, vous le savez, nous contestons formellement les accusations qui ont été portées contre nous et qui font l'objet de ce procès. Procès dont je vous rappelle qu'il a été engagé par des adversaires politiques. M. Schulz, président socialiste du Parlement européen, main dans la main avec Mme Taubira, dont je n'ai pas besoin de vous rappeler tout de même qu'elle est une opposante absolument farouche de notre mouvement. Nous avons dit, écoutez, on va accorder un bénéfice, le bénéfice du doute, tiens, aux magistrats qui vont nous juger, en pensant que peut-être ne vont-ils pas nous juger politiquement. Mon doute a duré 2 heures. Au bout de 2 heures d'audience, le premier jour, j'ai compris que nous ne serions pas jugés normalement. Et l'intégralité de la rédaction de ce jugement est une folie. J'espère que les juristes vont se pencher sur la rédaction de ce jugement, qui est une folie parce que, encore une fois, le droit est tordu, parce que l'élection présidentielle est l'objectif assumé des magistrats. Après tout, la magistrate aurait pu dire je mets l'exécution provisoire pour l'empêcher d'être candidate aux élections. C'était déjà honteux, mais c'était plus général. Mais là, la magistrate, elle enjambe les élections municipales, elle enjambe les potentielles élections législatives anticipées pour dire non, je mets l'exécution provisoire pour l'empêcher d'être candidate et d'être élue à l'élection présidentielle. Parce que moi, magistrate de première instance, je n'admets pas l'idée que les Français puissent élire quelqu'un que j'ai condamné en première instance. Mais qui est souverain dans notre pays, en fait? C'est le peuple? Ou c'est les magistrats, ces magistrats de première instance? C'est quand même une vraie question. Il me semble que c'est le peuple. Et par conséquent, vouloir forcer, tordre le bras des électeurs en disant vous risquez de voter pour elle, alors je vais vous dire quoi, moi je considère que je m'autorise le pouvoir de vous interdire de le faire. Mais c'est une honte absolue. Il n'y a pas un seul pays, en réalité, dans lequel les choses se déroulent ainsi. Donc, cette justification est la justification politique par excellence. Donc, quand on me dit c'est une décision judiciaire, non, c'est une décision politique. Et c'est la magistrate qui le dit elle-même. Mais il n'y a pas que ça. Il y a 10 raisons de se scandaliser de ce jugement. Au passage, je rappelle que ce jugement, les avocats ne l'ont pas eu. Ils l'ont eu ce matin à 9h30 du matin. Ouais, 9h. Mais hier soir, tous les journalistes avaient le jugement. Bon, ça n'est qu'un élément supplémentaire, mais enfin, c'est un élément quand même assez révélateur. Hein. Moi, je suis arrivé sur le 20h, M. Boulot avait le jugement. Mes avocats ne l'avaient pas.
Ils l'ont eu ce matin à 9h30 du matin. Mais, je veux dire, c'est, encore une fois, c'est vraiment une caricature, en quelque sorte, de l'abandon de tout principe, de toute valeur, de tout fonctionnement démocratique, de tout la violation de toutes les règles de fonctionnement de nos institutions. Mais il n'y a pas que ça, je vous dis, il y en a beaucoup d'autres. Il y a une criminalisation dans ce jugement, en fait, des droits de la défense. C'est-à-dire que si vous vous défendez, eh bien, je vais vous condamner 2 fois plus durement. Mais il me semble que les droits de la défense, le principe même, c'est de pouvoir se défendre. Eh bien non, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Voilà. Et le simple fait de se défendre, eh bien, justifie la condamnation à mort. Mais ça existe où, ça? Enfin, juste dans quel pays ça existe, ce type de fonctionnement? On nous a même reproché d'avoir défendu l'idée que les faits qui étaient soumis au tribunal étaient prescrits. Non mais pardon, vous nous direz la prochaine fois, vous nous ferez la liste de ce qu'on a le droit de dire. Peut-être faut-il arriver avec la robe de bure, à genoux et la corde au cou pour vous faciliter le travail. Ben non, on ne va pas faciliter le travail. Parce que nous considérons, encore une fois, qu'il y a énormément de choses à dire sur le fond de ce dossier et que ce dossier a été utilisé en réalité exactement dans le but qui est intervenu hier. Le seul objectif, c'était celui-là. Alors, mes chers amis, on va nous dire il ne faut pas contester les décisions de justice. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas une décision de justice, ça tombe bien. Donc, du coup, on a le droit de la critiquer. Mais qu'est-ce que c'est aussi que ce système qui consiste à dire vous n'avez le droit de dire, vous n'avez le droit de ne rien dire, vous n'avez pas le droit de vous défendre parce que vous n'avez pas le droit de contester les décisions de justice. Ben, à ce moment-là, il faut qu'ils suppriment l'appel, puis accessoirement la cassation, parce que si on n'a pas le droit de contester une décision de justice, alors supprimons les degrés de juridiction. Puis après tout, supprimons le procès, puisque de toute façon, vous êtes obligé de plaider coupable. Par conséquent, pourquoi s'ennuyer à passer 2 mois, comme je l'ai fait dans une salle d'audience, pour pouvoir développer des arguments que la présidente semblait clairement ne pas vouloir entendre. Cette affaire, je ne peux m'empêcher de la mettre en résonance avec le communiqué du syndicat de la magistrature qui a été diffusé au mois de juin dernier. Au mois de juin dernier, le syndicat de la magistrature en appelle aux magistrats et aux magistrates, pas aux électeurs, pas aux citoyens, aux magistrats et aux magistrates pour empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir. Ce matin, on explique que les magistrats font l'objet de menaces. Je trouve qu'il est scandaleux que ces magistrats fassent l'objet de menaces, que les choses soient très claires. D'injures, de menaces. C'est inadmissible. Nous faisons tous l'objet d'injures et de menaces. Toute personne, tout responsable politique, tout journaliste, tout écrivain, tout magistrat, aujourd'hui, dans notre société, qui prend une position quelle qu'elle soit, se fait menacer, se fait injurier. Est-ce qu'on s'en félicite? Pas du tout. On le déplore. Mais c'est, hélas, devenu d'une grande banalité. Le Conseil supérieur de la magistrature, ce matin, que j'entendais à la radio, est venu dire « Il est absolument scandaleux de menacer les magistrats ». Nous partageons cela. Mais quand le syndicat de la magistrature dit qu'il faut empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir, c'est aussi une menace. C'est aussi une menace. C'est une menace à l'égard du Rassemblement national. C'est une menace à l'égard des électeurs du Rassemblement national. C'est une menace à l'égard des élus du Rassemblement national. Et cet appel, encore une fois, il est fait aux magistrats et aux magistrates. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre de cela? Et qu'a dit le Conseil supérieur de la magistrature? S'est-il soulevé contre ce communiqué? Non. A-t-il engagé une procédure contre la procureure qui a indiqué qu'elle ne pouvait pas plaider à la relaxe parce que ça lui ferait trop mal? Rompant ainsi avec la neutralité qui s'applique aussi au parquet, pas seulement au juge du siège, ça s'applique aussi au parquet. Non, on n'a rien entendu du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ce 2 poids 2 mesures, je le dis poliment,
est évidemment perçue, nous l'avons compris, et nous ne nous soumettrons pas à cela. Donc, de manière pacifique, de manière démocratique, nous allons défendre nos droits, mais nous allons aussi défendre les droits de nos électeurs. Et le premier de ces droits l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une réserve d'interprétation il y a quelques jours de cela, c'est le droit de voter librement. C'est le premier des droits dans une démocratie. Voter librement. Car si l'on ne vote pas librement, eh bien à ce moment-là, on n'est plus véritablement dans une démocratie. Si ce sont les dirigeants politiques ou des magistrats qui décident qui peut se présenter et pour qui les Français peuvent voter, alors nous ne sommes plus dans une démocratie. Voilà. Nous allons donc nous battre. Tous les moyens de droit seront analysés et utilisés. M. Chottel a fait une tribune hier pour dire que la décision du tribunal s'asseyait sur la décision du Conseil constitutionnel. C'est un petit peu problématique pour l'état de droit quand même, parce que les amoureux de l'état de droit devraient savoir que les décisions du Conseil constitutionnel s'appliquent immédiatement à l'intégralité des juridictions, qu'elles soient judiciaires ou administratives. Voilà peut-être un chemin étroit que nous ne manquerons pas de prendre. Nous allons bien entendu réclamer qu'un appel se déroule dans les plus brefs délais, car nous n'avons pas la maîtrise de cela, bien sûr. C'est sûr que c'est évident que quand celui qui a la bouée de sauvetage, c'est votre adversaire politique, c'est un peu compliqué, quoi. Vous vous dites, est-ce qu'il va la lancer? Quand est-ce qu'il va la lancer? Est-ce qu'il ne va pas la lancer trop tard? Enfin, on peut se permettre quand même de se poser la question. Et puis, il y a peut-être aussi une voie législative, puisque j'ai entendu ce matin Éric Ciotti, scandalisé comme nous par cette décision, qui a évoqué une potentielle voie législative que nous allons donc analyser de très près. Donc la défense de nos électeurs, la défense de notre mouvement, qui, je vous le rappelle, a été victime d'une condamnation d'une lourdeur financière qui engage son avenir, parce que c'est ceinture et bretelles, hein. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer la candidate à la présidentielle. Si on peut tuer le parti en même temps, bon, hein, comme ça on est bien sûr qu'il n'y a pas de possibilité, hein, se sont dit manifestement les magistrats. Donc nous allons là aussi nous battre contre cette condamnation qui nous apparaît tout à fait contraire par ailleurs à la jurisprudence. Je n'ose d'ailleurs défendre quelques arguments de peur d'être immédiatement considéré comme coupable et condamné peut-être 2 fois plus, mais on va quand même tenter. On va pas se laisser impressionner. Donc, pour résumer mon propos, et on vous adressera bien entendu l'ensemble des éléments d'analyse de ce jugement. Ceux qui sont en train de l'analyser ont les yeux qui sortent de la tête, vraiment, hein, et pour un peu qu'ils soient juristes, ils sont au bord de l'apoplexie, tellement c'est énorme. Mais on vous donnera tous ces éléments-là. Mais pour conclure, je vais vous dire que surtout, ne vous laissez pas intimider. Voilà, ne vous laissez pas démoraliser. Quand la décision arrive, elle est dure, mais elle est dure parce qu'elle est injuste et que en réalité, vous connaissez très bien cette phrase de Montesquieu: il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce, à l'ombre des lois et sous les couleurs de la justice. C'est-à-dire que quand l'injustice vient directement de ceux qui sont censés rendre la justice, il est évident qu'elle est plus insupportable encore que n'importe quelle autre injustice. Mais cette indignation, cette blessure, il faut s'en servir. C'est un moteur. Voilà. C'est un moteur de motivation.
c'est un moteur de persévérance. Si nous ne tenons pas bon, si nous ne sommes pas ceux qui exprimons cette solidité et cette persévérance, qui le fera à notre place? Personne. Alors, partout où vous allez, dites aux Français qu'ils peuvent compter sur nous. Oui. Il n'y a aucun problème. On sera là jusqu'au bout, on sera là jusqu'à la victoire. Marine Le Pen, applaudie par Jordan Bardella et les députés